Bonjour Johan. Bonjour Marie. Eh bien, c'est notre troisième émission ensemble. Oui, c'est ça. Ça fait 3 fois Qu'on se rencontre, voilà. qu'on fait une émission. Voilà. Et aujourd'hui, donc, tu vas nous parler de la respiration. Alors, juste, je précise, c'est que aujourd'hui, on a un petit auditoire. Un petit auditoire, hein. Oui, petit, suffisamment. Donc, s'il y a des questions qui émergent tout à l'heure, je vous passerai la parole. Voilà. Avec plaisir. Donc, tu vas nous parler de la nourriture, c'est une forme de nourriture. Respiration nourricière. Nourricière, voilà. Donc, de quoi il s'agit? Et alors, si tu te souviens, donc notre première vidéo, c'était sur la nourriture multidimensionnelle. Et j'avais abordé avec toi, comme j'étais en pleine écriture de mon livre, justement, sur la nourriture multidimensionnelle, les différentes formes de nourriture que tu connais très bien aussi, justement avec ton parcours de l'alimentation vivante et du prana. J'ai fait, comme je te l'avais déjà dit, j'ai fait aussi l'expérimentation du prana, peut-être moins longtemps que toi, mais sur des périodes successives qui m'ont permis de comprendre également comment on intègre le prana. Et là, justement, dans le livre que je suis en train de finaliser, j'aborde les différentes formes de nourriture à travers les différents chakras. Donc le premier chakra qui est relié à l'alimentaire, TE2RE, qui va être les aliments physiques comme les plantes, les céréales, les fruits, etc. Le deuxième chakra qu'on relie à l'eau, donc à boire une eau de qualité, parce qu'en fait une eau, il n'y a pas qu'une seule eau, il y a plusieurs types d'eau. Et l'eau a des propriétés qui peuvent être miraculeuses, comme aussi limiter complètement l'absorption des nutriments et plutôt même créer des blocages dans l'organisme, l'eau du robinet, l'eau qui est polluée, etc. Le troisième chakra, on le relie à l'élément feu. Et ensuite, le quatrième, il est relié à l'élément terre. Pas terre. Non, justement, c'est ça le jeu de mots. C'est la proposition qui est faite, c'est l'aliment terre. Mais tu vois, dans la langue des oiseaux, tu entends la même chose. En fait, c'est l'aliment air. AIR. Tu vois, même moi, je m'en mêle les pinceaux parce que c'est le jeu de mots qui est induit avec la langue des oiseaux. La proposition qui est faite, en fait, tu vois, maintenant ça vient tout seul, je suis branché dessus, c'est de passer de l'aliment terre, TE2RE, à l'aliment air. Mais qu'on prononce presque pareil, l'alimentaire, de passer d'un alimentaire à un alimentaire, mais qui soit plus aérien et lié à la respiration. Parce que ce quatrième chakra, il est au milieu entre les 3 premiers chakras qui sont liés à la matière et les 3 autres chakras supérieurs qui sont liés plutôt au subtil, au domaine spirituel. Et pour moi, la respiration, c'est une des clés fondamentales pour avoir plus d'énergie, gérer ses émotions, gérer sa psyché et intégrer plus de prana. Ok, alors juste avant de continuer, parce que je sais que j'ai un auditoire assez varié et que peut-être certaines personnes auraient besoin d'avoir un petit peu plus de détails sur qu'est-ce que c'est que les chakras. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelques éléments? Oui, bien sûr, les chakras, ce sont des centres énergétiques, des disques énergétiques ou même des vortex énergétiques qui sont répartis le long de la colonne vertébrale, principalement les 7 principaux. Donc on en a... La science ésotérique nous parle de 7 chakras principaux. En fait, il faut savoir qu'on a plein d'autres chakras, mais on va se résumer à ces 7 chakras et déjà prendre conscience, aligner, purifier et vivre en plein équilibre avec ces 7 chakras principaux, c'est déjà quelque chose dont on doit se réapproprier, si je puis dire. Et ces centres énergétiques, ce sont des vecteurs entre la matière et l'esprit, entre certains plans. Le premier chakra, comme je le disais, il est lié au plan de la matière. C'est entre la matière et le subtil. Donc ces chakras, si on les aligne parfaitement, si on se purifie, ils vont permettre d'intégrer plus de lumière. Et nos chakras, donc, ils absorbent la lumière, l'éther, le prana, etc., certaines particules de lumière, et les redistribuent dans le corps, justement, pour faire notre constitution organique, gérer nos émotions, assurer notre clarté mentale et ouvrir nos sens spirituels également. Donc en fait, le comble d'un chakra, c'est de permettre à l'énergie de circuler et que parfois l'énergie ne circule plus parce qu'ils sont bloqués et qu'il s'agit en fait de les débloquer, les libérer, les nettoyer pour mettre en circulation l'énergie, la vie en soi. Tout à fait. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, c'est vraiment sur la respiration que je souhaite focaliser. Parce que la respiration, en fait, on vit dans une société qui ne respire pas. On a réalisé une vidéo sur les oasis de lumière. Déjà, nous, en tant qu'être individu, j'ai respiré la première fois consciemment, fait une méditation
pour respirer consciemment à l'âge de peut-être 20 ou 21 ans, quand je commençais le développement personnel, la méditation, bouddhiste, etc. J'ai pris conscience de la respiration. J'avais 21 ans. Mais je pose des fois des questions à des participants dans des conférences, des stages. On me dit, oui, mais c'est à 40 ans, à 50 ans que j'ai commencé à respirer consciemment. Oui. Parce que souvent, on respire avec le haut du corps, parce qu'on est pris dans une forme de stress, d'urgence de vie, et où on est complètement coupé du bas du corps, et on respire avec le haut du corps. Donc on respire à moitié et on est hyperventilé tout le temps, parce que Ouais, on est Pierre-Valentin Marchessault, qui est un naturopathe français, qui a un initié également. Il disait que l'homme moderne, en fait, il est en sous-oxygénation constante. Ouais, il est au bord de l'asphyxie quotidiennement, mais il ne le sait pas. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, on a grandi dans un environnement qui est pollué. Et qu'est-ce que nous ont dit nos parents, notre famille, l'environnement autour de nous, pour trouver notre énergie? C'est mange. Mais la nourriture qu'on nous dit de manger, c'est des céréales, parfois de la viande, des œufs, du poisson, des trucs de base, des fruits, des légumes pour être en bonne santé. Mais rarement, quand on arrive les premiers jours et les premiers mois de la naissance, on dit « Ok, respire ». On ne nous mime pas de bien respirer, on nous fait on nous fait des grimaces, des choses, on s'amuse avec nous, mais on ne nous dit pas « Ok, respire, respire ». Et quand on grandit, on agit surtout par imitation. On imite, ok, on essaye de s'adapter au monde qui nous entoure, on voit les gens autour de nous, ils nous disent tous, oui, pour avoir de l'énergie, il faut que tu manges du bœuf, il faut que tu manges des céréales. Moi, quand je faisais du sport, on me disait ça. Avant le sport, mange un steak et des pâtes. On sait tous que d'un point de vue naturopathique, c'est pas bon. Et justement, ça va plutôt créer des blocages dans le corps que nous apporter de l'énergie. Or, d'un point de vue physiologique, l'oxygène, il a un rôle très important. C'est qu'il nous permet justement de nous apporter de l'énergie dans le corps. C'est vraiment l'oxygène qui est le carburant de notre corps. Et ça, on n'en prend pas assez conscience. Quand on fait du développement personnel, de la méditation, ok, on y arrive, mais on est encore très très limité par rapport à tout notre potentiel qui est lié à la respiration. Parce qu'il y a la respiration, quand tu parles de respiration, moi tout de suite, effectivement, on pense à respiration physique, mais c'est prendre le temps de respirer, c'est aussi prendre le temps tout simplement. Oui, prendre le temps de respirer. Et dans le terme respirer, qu'est-ce qu'on entend? Il y a les deux premières lettres, c'est RE, ré, et spirer. Spirer, c'est pour les spirales. Quand tu respires, tu réactives tes spirales d'énergie, tes chakras, ce dont on parlait au début. Et quand on vit dans une société qui ne respire pas. On a des habits trop serrés, on porte le costume, la cravate, la ceinture. Dans tous mes stages, je vois les gens, maintenant c'est bon, c'est quelque chose, les gens portent des vêtements de plus en plus souples. Mais quand on a la ceinture hyper serrée, des chaussures hyper cadenassées alors qu'on peut marcher pieds nus, qu'on est complètement mitouflé avec des vêtements synthétiques qui ne respirent pas non plus, notre corps il ne respire pas. Et là on est coupé de l'énergie vitale et du prana. Donc la respiration c'est vraiment quelque chose... Voilà, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on vit dans une société matérialiste. Ce sont nos actions qui guident notre respiration, alors que ça devrait être l'inverse. Ça devrait être notre respiration qui guide nos actions. Par exemple, si je vais faire de la construction, nous on a beaucoup de travaux sur notre terrain, mais si je déplace les charges lourdes et que je ne respire pas, je vais être essoufflé. Du coup, je vais me faire mal, etc. Et mon énergie va baisser, je ne vais pas pouvoir travailler très longuement. Au contraire, si je respire, la respiration va guider la façon dont je travaille et va me permettre d'être efficace, posé, serein et de faire du bon travail et d'avoir toujours une énergie qui est constante. Ce qui me vient, c'est de parler par exemple des peuples de la Terre qui marchent beaucoup. On en a parlé récemment, qui pratiquent par exemple la marche afghane. Oui. Je ne sais pas si tu as pratiqué la marche afghane. Moi j'ai pratiqué, mais je veux bien que tu expliques, je pense que beaucoup ne connaissent pas. Ah oui, alors la marche afghane, c'est une marche qui est consciente où on va poser le souffle à chaque pas, selon des temps d'inspiration et d'expiration. On peut dire par exemple 4 pas à l'inspire, 4 pas à l'expire. On pourrait faire 4 pas à l'inspire, 2 pas de rétention, 4 pas à l'expire, 2 temps de rétention à vide, etc. Tout simplement, c'est pour poser le souffle quand on marche. Et tous ces peuples de la Terre, qui sont encore en lien avec le vivant, avec leur corps, qui respirent d'une autre façon que nous également, ils sont capables de marcher des dizaines de kilomètres sans être fatigués, sur plusieurs jours. Ils font des centaines de kilomètres en une semaine, ils ne sont pas fatigués, pleins d'énergie.
Pourquoi? Parce que aussi ils respirent convenablement et ils vivent dans un environnement qui est sain où la teneur en oxygène n'est pas la même. Euh, il faut savoir que dans les villes, la teneur en oxygène ou en dioxyde de carbone n'est pas du tout la même qu'à la campagne ou qu'à la montagne. Il y a le Mont Ventoux pas loin. Si on se dirige sur le Mont Ventoux, il n'y a pas la même teneur en oxygène, mais aussi en ions négatifs et en prana. Et tout simplement, c'est important de libérer cette respiration où qu'on soit pour absorber plus de prana. Parce que le prana, on peut l'absorber par les aliments physiques, on peut l'absorber par les chakras, mais aussi on peut l'absorber beaucoup par la respiration. Et ça, c'est très très important. Alors comment tu préconises la mise en pratique de cette respiration? Est-ce que ça passe par des exercices pratiques? Comment on la met régulièrement en œuvre? Oui. En œuvre Alors ce qui m'a aidé, je sais que j'avais beaucoup pratiqué à un moment, pratiquer le yoga, le tai chi, le qigong, les disciplines d'art énergétique. Et ça m'avait beaucoup aidé justement à accéder au prana. Au prana que tu as expérimenté aussi. C'est ce qui m'avait permis donc d'arrêter de manger ou de me nourrir autrement pendant une certaine période. C'est justement parce que la respiration, grâce à la respiration et des exercices quotidiens, j'assimilais du prana qui nourrissait mon corps. Parce qu'en fait, on est constitué de prana à 100%. Et donc, la respiration, il n'y a pas une seule méthode qui est la bonne. C'est ce que je dis dans mes stages et conférences. Pourquoi? Parce que on va voir un yogi, il va nous dire il faut respirer que par le nez et pas par la bouche. On va aller voir quelqu'un d'autre qui fait un art énergétique, etc. Il nous dit respire par le nez, expire par la bouche. J'ai vu par exemple Wim Hof, je ne sais pas si tu connais Wim Hof. Non. On l'appelle l'homme de glace parce qu'il se baigne. Il peut rester 1 heure dans la glace. Il est très très connu maintenant dans le monde parce qu'il monte l'Everest en short et en claquettes. Vous connaissez Wim Hof? C'est quelqu'un, voilà, il est assez exceptionnel et il fait plonger les gens dans la glace. Et avant de les faire plonger dans l'eau qui est gelée, il fait des exercices de respiration. Et j'ai regardé ces vidéos, il respire avec la bouche. C'est encore autre chose. Alors comment on fait? Moi, je me suis posé la question à un moment dans ma vie. Comment je respire? Dans le yoga, ils me disent non, respire que par le nez. L'autre, il me dit un tel. Qui y croire? Et en fait, c'est simplement d'être à l'écoute de son corps et de son âme, de son esprit supérieur. Il n'y a pas une bonne technique de respiration. Pourquoi? Parce que si on regarde l'alimentation physique, on ne mange pas qu'une seule chose. On ne se nourrit pas que de bananes, que d'orties, de céréales, de riz, etc. On varie. Et bien, la respiration, il y a toute cette diversité aussi à avoir. On peut très bien respirer, inspirer par le nez, expirer par la bouche, mais inspirer par la bouche, expirer par le nez, inspirer par la bouche, expirer par la bouche. Tout ça, c'est des formes physiologiques qui sont différentes et qui vont produire des effets différents sur la façon dont on assimile l'énergie, le prana et l'oxygène. D'autant plus qu'on peut aussi respirer par la peau. Par la peau. Voilà. Oups. On respire par la peau. On nous dit, bien sûr, il y a les poumons, mais on respire par la peau. Et je te remercie de parler de la peau. Ça me fait revenir aussi à la théorie des émonctoires et ce qu'on appelle les cols et les cristaux. En naturopathie, on nous dit il y a 5 émonctoires. Donc, la peau fait partie, les poumons, les intestins, le foie, les reins. Qu'est-ce qui se passe en fait? Aujourd'hui, on a tendance dans nos sociétés, on vit dans une société qui est céréalière. On mange beaucoup de céréales. Et on nous dit l'excès de céréales crée ce qu'on appelle du mucus et des cols dans l'organisme. Il y a beaucoup de gens qui sont intolérants au gluten parce que la part de gluten dans la céréale a augmenté, a changé depuis 2000 ans. C'est pas le fait de manger des céréales, c'est aussi on a trafiqué les céréales et ils ne produisent pas les mêmes résidus et ils produisent plus de déchets dans notre corps. Quand on a des excès d'aliments riches en mucus, qu'est-ce qui se passe? Ça surcharge nos intestins de mucus. Ils n'arrivent plus, ils sont bloqués dans les intestins, ils ne sortent plus par les selles, ils sont là. S'ils n'arrivent pas à sortir par un émonctoire, ils vont tenter de sortir par un autre. Les autres émonctoires, c'est quoi? C'est, comme tu l'as dit, la peau et les poumons. Donc, qu'est-ce qui fait? Via la circulation veineuse, lymphatique et tout, il va y avoir des déchets qui vont remonter jusque dans les poumons.
Et les poumons, en fait, toutes les maladies hivernales, sinusite aussi, rhume des foins, grippe, quand on éternue et quand on voit cet aspect jaunâtre, vert qui sort en hiver, qu'on a tous vu, je crois, mais c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que du mucus qui est dans notre organisme et dans nos poumons. En fait, nos poumons, on les a surchargés de déchets. Et c'est aussi un des facteurs, un des éléments qui nous empêche de bien respirer et bien intégrer l'oxygène et le prana dans notre corps. Si on prend une photo des poumons, les poumons, ce sont simplement des arbres inversés. On regarde les poumons à une image de radiographie médicale, ce sont des arbres tout simplement. Donc on a deux arbres qui permettent de capter l'oxygène et de le redistribuer à travers les alvéoles. La surface d'échange entre les alvéoles de nos poumons et le sang, il varie selon chaque individu, mais ça peut être de 75 m² à 150 m². C'est-à-dire qu'on a une surface très étendue qui nous permet d'absorber l'oxygène et tous les gaz qui sont présents dans l'air. Simplement, quand on a une alimentation qui n'est pas appropriée, riche en mucus, ces alvéoles, ils sont bouchés. Et du coup, on ne peut plus absorber 10, 20, 30% d'oxygène. On est vraiment très très limité. Et donc c'est un peu un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Pour bien respirer, assimiler le prana, c'est vraiment un ensemble. La respiration, ça en fait partie. Et les poumons sont comme un muscle. Quelqu'un qui fait du vélo, qui fait du sport ou du yoga ou quelque chose avec son corps depuis le plus jeune âge, on va dire à l'âge adulte, il a des réflexes, des aptitudes. Si tu as fait la course depuis que tu as 10 ans, tu as couru le marathon, pas de souci pour courir un marathon. Tu n'as jamais couru de ta vie, tu sais courir un marathon, là ça va être très très difficile. Pourquoi? Parce que tes muscles, tes poumons, tout ton corps, ta physiologie est adaptée à ce genre d'effort. Les poumons en fait sont aussi un muscle. Et le problème c'est qu'on n'a pas développé ce muscle depuis qu'on est né. En fait, il faut vraiment ouvrir la cage thoracique, respirer avec plus de volume, inspirer. Vraiment, comme tu le disais, on est bloqué au niveau de ce diaphragme. C'est bloqué, mais on devrait respirer complètement, consciemment, bien ouvrir la cage thoracique. Et c'est Marc Chesso qui disait qu'on doit avoir un ventre de loup et j'ai oublié maintenant, mais une poitrine bien développée. L'homme moderne, occidental et inversé, il a un ventre bien développé et nos poitrines et des poumons tout rétrécis. Parce qu'il a tout, il met tout dans son ventre et en plus beaucoup de déchets et il ne respire pas beaucoup. Mais l'homme, la version qu'on a appelée à devenir, c'est retrouver des intestins qui sont propres, clean, épurés, sans déchets, un ventre. Bon, après la forme c'est pas important, mais une poitrine qui est plus développée pour permettre aux poumons d'incorporer plus d'oxygène. En tous les cas, moi je le vois bien dans mon corps, puisque j'ai eu une expérience de nourriture pranique qui a duré 2 ans. Donc pendant 2 ans, je n'avais plus de nourriture solide, ce qui a généré quand même un nettoyage de mon corps, de mon intestin, de mes cellules assez radical, assez profond. Et quand j'ai repris la nourriture, c'est plutôt aller vers les fruits et puis vers le cru. Et aujourd'hui, dès que je mange des céréales, je sens que j'ai vraiment, mon corps détoxine tout de suite. J'ai du mucus tout de suite qui sort des yeux, du nez, ça coule. Une fois ça peut aller, mais si j'ai le malheur d'en manger à 2-3 reprises, mon corps Oui, c'est ça. Et les aliments que tu as cités, les fruits, les plantes, etc., ce sont des aliments qui sont anatomiquement adaptés à notre corps et qui en plus sont riches en oxygène. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches en eau. Et dans l'eau, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais certains scientifiques ont dit que notre corps, en fait, il est constitué à plus de 60% en masse d'oxygène, en fait, tout simplement. Et notre premier élément constituant dans le corps humain, en fait, c'est l'oxygène. On ne le dit pas assez souvent. Donc, une nourriture physique terre qui est adéquate, c'est une nourriture qui a beaucoup d'oxygène. Et ça, on va le trouver dans quoi? Dans des aliments qui sont riches en eau. Donc, toutes les plantes sauvages, riches en chlorophylle, en eau, les fruits, très juteux, ça c'est une nourriture. Super intéressant ce que tu dis, parce que finalement, notre capacité respiratoire, c'est-à-dire à intégrer de l'oxygène, passe aussi par la nourriture physique que l'on met dans notre corps. Oui. Les hydrates de carbone ou les protéines et même les graisses sont plus faibles en oxygène et en eau.
Donc tout simplement, ils vont moins nourrir notre corps et nos cellules, qui encore une fois, notre corps, il est composé majoritairement d'oxygène, de carbone et d'hydrogène. Et si on se nourrit d'aliments qui ne comportent pas ces éléments, on ne va pas nourrir notre corps de ce dont il a besoin. On ne met pas le bon carburant. Donc en fait, il faudrait se nourrir d'aliments riches en oxygène. On ne devrait pas mettre de vitamine B12 sur les étiquettes. On devrait dire 30% d'oxygène. Et ça, c'est vraiment une révolution. On va inventer un concept, on va le breveter, la nourriture en oxygène. On va faire des mesures, on va devenir riche. Mais ce n'est pas mon chemin de vie, donc on ne va pas le faire. Mais alors, finalement, tu parles de respiration nourricière, mais on pourrait parler de nourriture respiratoire. C'est ça, une nourriture qui apporte de l'oxygène. Parce que c'est vrai que si on n'a pas cette habitude de bien respirer, bon, au moins on pourrait se faire le cadeau de se l'approprier par l'alimentation physique. Mais on ne se le fait pas. Du coup, c'est un cercle vicieux. En fait, on meurt peut-être par sous-oxygénation. Je crois qu'on meurt parce qu'on n'est pas assez nourri par le prana et l'oxygène. Et hop, du coup, ça rebondit tout de suite. C'est bien dans la conscience parce qu'il y a une théorie qui s'appelle la loi des proportions inversées, qui est issue du yoga. Et les maîtres yogis, qui sont donc des maîtres réalisés, certains ont atteint l'immortalité, d'autres ils ont réussi à vivre plusieurs siècles, et ils vivent actuellement depuis plusieurs siècles, ils ont constaté que plus le rythme de la respiration il est posé, plus on vit longtemps. Je vais donner quelques chiffres. Par exemple, on estime que l'humain moderne produit 15 cycles respiratoires par minute. Donc il y a 15 inspirations et expirations par minute. Par contre, plus ce nombre augmente, par exemple, quand on passe à... ça nous donne à 15 cycles respiratoires par minute, ça donne une moyenne de vie d'environ 120 ans. Une espérance de vie, avec une vie adéquate, une hygiène de vie adéquate, on pourrait vivre 120 ans. Par contre, quand on passe à 18 cycles respiratoires par minute, donc on respire plus rapidement, on passe à 96 ans, selon cette théorie. Et quand on passe à 30 cycles respiratoires par minute, c'est-à-dire qu'on inspire et on expire toutes les 2 secondes, ce qui est très vite, l'espérance de vie est estimée à 60 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit toute sa vie, malheureusement, dans une usine ou dans une cadence infernale, selon cette théorie de certains maîtres de yoga, en fait, il réduit son espérance de vie. Et au contraire, quand on pose la respiration, quand on descend à 12 cycles, puis même 5 ou 6 cycles, à 5 ou 6 cycles, si mes souvenirs sont bons, il y a une espérance de vie de 380 ans. Tu vois la chose. Et ces gens-là, ces yogis, ils ont étudié la respiration, ce sont des maîtres du prana, des pranayama et de la respiration. Et ils nous disent simplement, prenez le temps de respirer, soyez posés chaque jour. Et donc c'est important de se maîtriser, se surveiller, d'être dans la conscience du souffle, parce qu'on peut accéder à la régénération cellulaire et au stade ultime, à l'immortalité. Et ça demande de ralentir complètement notre rythme de vie, en fait. C'est ça. Voilà, tu as tout résumé. Donc respirer, ça génère, ça engendre une transformation totale de notre vie. Tout à fait. En fait, c'est apprendre à accueillir, en fait. Oui, quand on accueille à l'inspire, on accueille la vie. Quand on étudie la respiration, si on fait une étude de quelqu'un qui respire, on pourrait voir des différences entre le temps d'inspiration et le temps d'expiration. Certains estiment que par exemple, si on inspire plus rapidement qu'on expire, c'est parce qu'on a du mal à accueillir la vie. Et si on expire lentement, c'est qu'on a beaucoup de choses à rejeter. Tu vois, il y a toute une physiologie, une symbolique aussi au niveau de la respiration. Et c'est vraiment pour ça que je milite pour, par exemple, on a fait une vidéo sur les oasis de lumière, il y a la place des enfants dans le nouveau monde. Et pour moi, c'est important quand on accueille un enfant, quand on l'accompagne, de tout de suite lui donner des bons gestes pour qu'il se prépare au monde de demain, au monde d'aujourd'hui et au monde de demain, et respirer. Je n'ai pas d'enfant, mais je sais que si j'avais un enfant un jour, je lui apprendrais à bien respirer et lui dire, écoute, mon fils, ma fille, par la respiration, tu vas trouver ton énergie et tu vas être en forme. L'enfant, il adapte, il accepte cette croyance. Et c'est comme c'est une croyance pour lui, sa physiologie va s'adapter à ça. Et on va lui dire, mais ouais, comment tu fais pour trouver ton énergie? Tu es plein de vitalité. Ben oui, mon père, ma mère, ils m'ont dit, respire bien. Ils
m'ont dit que je dois respirer lentement, calmement, faire attention au prana. Ah bon? Et tout, c'est quoi le prana? Et voilà, et vous avez des enfants qui sont sages aussi, qui sont émotionnellement structurés, sains. Ça C'est change. clair que le fait de respirer, hein, d'ailleurs, quelqu'un qui est stressé, la première chose qu'on lui dit, c'est respire. Ça ramène dans l'instant présent, ça Ça. calme tout de suite. Mm. Donc, On pourrait aller plus loin et dire qu'on pourrait régler tous les conflits dans le monde par la respiration. Si on respirait tous consciemment, ça- et de façon maîtrisée, calme, tu peux pas, t'es dans la paix. ouais. Donc, mon invitation, c'est vraiment de placer la respiration au cœur de notre vie. Mm. Ma compagne qui est dans l'assistance le sait, je prends tous les jours du temps pour aller me retirer, marcher. On était au bord de la plage, j'allais marcher dans la nature, juste pour aller respirer. J'arrive pas encore à la faire tout le temps, dans chaque action. Laissez aussi, quand je fais les travaux, des fois, il y a les vieux schémas qui reprennent. Ok, on force un peu, on n'a pas la respiration, mais on doit s'accorder de plus en plus de temps à poser cette conscience du souffle. Et on sera en meilleure forme, et on sera rayonnant, et plus connecté. Je vais me tourner vers l'Assemblée pour voir s'il y a des questions. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non, il n'y a pas de questions. C'était complet. Bon, bah super. Ok. Eh bien écoute, merci Johan. Donc si vous voulez avoir les coordonnées de Johan, vous les trouvez sous la vidéo. Et puis bah, écoute, au plaisir de te recevoir pour la sortie de ton prochain livre, Ouais. qui va s'appeler comment? J'hésite encore, soit justement nourriture multidimensionnelle ou alimentation solaire. Je le choisirai bientôt, là je suis dans les dernières corrections. D'accord, mais ça portera donc sur la nourriture. Voilà, l'alimentation au sens global, avec un focus sur l'alimentaire, de AIR, Et donc, mais aussi au premier chapitre, le TE2RE. ok, Et voilà. Mais c'est peut-être moi qui t'interviewera la prochaine fois aussi, d'accord, ok, à la sortie de ton livre. ok. Mais moi je ne l'ai pas encore commencé Ah, bon. Eh ben, c'est pour bientôt, au travail. au travail. Super, merci à toi. Bon, Au avec revoir. plaisir. À bientôt. Bye.